Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de la librairie des écoles sur cette semaine, la méthode de Singapour appliquée à la classe de sixième. C'est une grande première pour la librairie des écoles d'éditer la méthode de Singapour au collège. C'est évidemment très logique parce que, en fait, quand on dit que Singapour, que les élèves singapouriens ont les meilleurs résultats du monde en mathématiques, ça ne concerne bien entendu pas que l'école primaire, mais bien toute la scolarité, puisque les évaluations TIMSS et PISA, qui reconnaissent l'excellence de l'éducation à Singapour, se font à la fin du CM1 et à la fin de la quatrième. Donc, c'est l'occasion pour la librairie des écoles d'éditer des manuels de collège et j'accueille aujourd'hui pour présenter cette grande nouveauté Florian Couston, directeur de l'ouvrage. Vous voulez vous Bonjour. présenter, Florian? Oui, moi, je suis Florian Couston, je suis professeur de mathématiques, professeur dans un petit collège de Drôme, à côté de Montélimar, et voilà, je suis ravi de participer à la conférence. Et Chantal Critère. Oui, bonjour. Je m'appelle Chantal Critère, je suis professeure agrégée de mathématiques et je travaille pour la librairie des écoles depuis un certain nombre d'années en tant qu'auteur, surtout pour le cycle 3. Et voilà, et donc vous faites votre grande entrée dans le collège, Chantal, Absolument. après toutes ces années. Après avoir enseigné au collège déjà bien avant. Voilà, donc sans plus tarder, je vais partager la présentation. Euh, je tiens tout de même à préciser que la... Attendez, alors, j'arrive. Que Pardon, je fais ma présentation. Voilà. Donc, évidemment, la plupart des professeurs qui sont inscrits à la newsletter et au webinaire de la librairie des écoles sont des professeurs du primaire. Donc, nous ne savons pas parmi vous qui est professeur de collège et si vous avez pu inviter des collègues. Bien sûr, n'hésitez pas. Nous transmettrons comme d'habitude l'enregistrement de ce webinaire à la fin de son enregistrement. Et donc, ça vous permettra de le partager avec vos collègues si vous le souhaitez. Alors, le plan de la présentation, euh, premièrement, il va y avoir quand même un rappel pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'histoire de la méthode de Singapour et ses grands principes. Et évidemment, comment ces trois principes, concret, imagé, abstrait, progression concentrée, pédagogie explicite, s'appliquent tout particulièrement à la classe de sixième. On va faire un focus sur la résolution de problèmes et le modèle en barre, qui est une des grandes originalités de la méthode de Singapour. Et puis, vous montrer comment se structure le manuel. On a voulu faire simple, efficace et avec des rubriques qui ont toutes leurs propres objectifs didactiques. Un petit point sur la différenciation en classe, évidemment très importante en classe de sixième. Et puis voilà, un petit bilan sur concret, comment appliquer la méthode de Singapour dans ma classe. Parce qu'évidemment, il y a certains principes qui s'appliquent spécifiquement à la classe de sixième. Alors, les trois principes pédagogiques, déjà, premièrement, un petit point historique. La méthode de Singapour, donc c'est vraiment une méthode qui a été créée par le ministère de l'Éducation de Singapour à partir de 1982 qui s'est appliquée d'emblée à toutes les classes du primaire du CP à la sixième. Je précise à la sixième, puisque comme dans la plupart des pays anglo-saxons, la, la classe de sixième fait partie de l'école primaire à Singapour. Donc, ce tome que nous avons adapté au niveau sixième était existant dès l'édition d'origine. Et, et depuis qu'ils utilisent cette méthode, les élèves de Singapour se classent premiers à toutes les évaluations internationales, TIMSS à partir de 1995, puis PISA à partir de 2008. Elle est aujourd'hui utilisée dans plus de 70 pays à travers le monde. Partout où elle est utilisée et quand elle est accompagnée de formation des enseignants, elle apporte la preuve de son efficacité. Donc, ce n'est pas une méthode
bizarre, exotique, original. Vous allez retrouver beaucoup de choses que vous connaissez déjà, mais simplement, c'est l'efficacité de la mise en œuvre des principes pédagogiques qui fait toute la beauté de la méthode Singapour, toute l'efficacité. Et donc, ça mérite de s'y pencher en détail. Pour le résumer en une phrase, elle consiste tout simplement, cette méthode, à décomposer les objectifs d'apprentissage complexes, hein, en particulier en sixième, en petites étapes simples, décomposées en leçons, en l'occurrence, en exercices, du simple au complexe, afin de favoriser la compréhension de tous les élèves. Donc, la méthode de Singapour, c'est vraiment la progressivité des apprentissages. Plus concrètement, on a trois principes. Le principe concret, imagé, abstrait. Donc ça, c'est un principe didactique propre à l'enseignement des mathématiques. On va y revenir. C'est comment est-ce qu'on enseigne l'art de l'abstraction aux enfants. Ensuite, plus original, la progression concentrée, à savoir le fait de respecter la progression d'une seule notion à la fois. Et puis, troisièmement, un principe pédagogique de plus en plus connu en France, la pédagogie explicite, que nous présentera Chantal. Donc, Florian, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça veut dire quoi, concret, imagé, abstrait, et comment ça s'applique aux mathématiques en sixième? Oui, alors bon, concret, imagé, abstrait, c'est trois degrés d'apprentissage qui vont de plus en plus vers l'abstraction, c'est-à-dire que le concret, c'est complètement avec les manipulations, donc c'est une notion qui est vue à travers ce que l'on peut voir et percevoir. Alors que l'imagé, on passe plus souvent sur de la modélisation d'un concept qui était de base concret, et pour progressivement aller vers l'abstrait et vers l'abstraction où on a toute cette notion d'efficacité de calcul qui remplacerait toute une illustration d'une notion. Donc là, on le voit, on l'a utilisé dans notre manuel au sein d'un même chapitre, par exemple. Donc vous voyez les deux premières captures d'écran, ce sont en tout premier, là, on a essayé de faire en sorte de rendre la notion assez concrète, qui peut être reproductible au sein même d'une classe, jusqu'à progressivement arriver vers des représentations imagées, donc à savoir le schéma en barre que vous voyez au milieu de l'écran, jusqu'à l'abstraction même avec des méthodes de calcul qui peuvent paraître très souvent obscures chez les élèves quand la méthode quand la notion arrive directement sur l'abstraction. Voilà, donc c'est un moyen efficace, je pense, pour accrocher l'ensemble des élèves sur une notion qui peut nous paraître simple, nous, en tant qu'adultes, mais qui finalement passe par plein d'étapes. Ouais, c'est vrai qu'on le constate souvent, surtout en sixième, que des enfants pour lesquels qui sont censés avoir acquis un certain nombre de notions comme les fractions ou les pourcentages, etc., ne s'en font pas une représentation imagée dans leur esprit visuel qui leur sert de support de raisonnement ensuite quand ils doivent résoudre des calculs. Et c'est vrai que là, on a la première image où les enfants vont pouvoir dessiner concrètement des cases sur un carré de 10 sur 10 qui vont former des pourcentages. Et donc, ils vont pouvoir ressentir vraiment ce que ça veut dire, un Cette pourcentage, histoire de proportion, cette histoire de de proportion. proportion. Et La jusqu'à deuxième arriver étape, oui. à la méthode, par exemple, quand on voit la méthode 1 ou 2, où on dit que 35% c'est une fraction, déjà c'est une notion d'abstraction qui est assez... enfin, 35% c'est la fraction 35 sur 100, Ouais. on est déjà sur une étape d'abstraction qui est difficile à percevoir chez certains élèves. Voilà, et qui s'appuie justement sur le modèle en barre, ouais. Si vous permettez, oui, effectivement, cette réglette-là que vous voyez en haut de la colonne du milieu, qui représente 100%, hein, de 0 à 100%, en tranche de 10%, et qui permet de vraiment bien visualiser ce que représente un pourcentage d'une quantité. Ouais. Voilà. Et comme les années précédentes et même dans les chapitres précédents, ils ont revu que 35, enfin qu'on peut représenter une fraction sous la forme d'une Mhm. partie d'une barre colorée. Ils font le lien facilement Ça fait le lien, entre ouais. la fraction et le pourcentage. Mhm. Et donc Euh, l'exemple de droite, là, c'est au sein même d'une leçon, par exemple, où on a le début de la leçon qui permet de découvrir comment calculer la circonférence d'un cercle, et on arrive vers le calcul directement d'une circonférence à partir d'une formule. Voilà. bah oui, parce que ça c'est génial. Par exemple, moi je l'ai découvert avec la méthode de Singapour, montrer à quoi correspond le chiffre pi, qui est vraiment
très abstrait et mystérieux pour les enfants parce qu'il est entouré de toute une mythologie, le chiffre pi. Donc en fait, pour un enfant, Mm. lui dire tu dois apprendre ces chiffres par cœur, il sait même pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est un ratio? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est quoi l'unité de mesure? Donc le fait de pouvoir concrètement démontrer aux enfants à quoi correspond cette longueur, à savoir que c'est tout simplement 3,14 fois le rayon, pardon, le diamètre, c'est quand même très important. Et puis après, bon, il faut ça aussi pour la surface du disque et tout, donc c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, en fait, ce concret imagé abstrait, c'est une autre façon de dire qu'on va du simple au complexe. Alors, je voulais aussi illustrer ce point, Florian. Oui, alors oui, pareil, ces notions sont liées puisque à travers notre manuel, on a aussi proposé, au sein même par exemple d'un chapitre, comme vous pouvez le voir, des leçons qui sont très très simples pour un élève de sixième en théorie et qui permettent de rassurer chaque élève pour entrer dans le chapitre. Voilà, donc on voit à gauche par exemple la notion de fraction, les fractions simples, on redéfinit bien ce qu'est le numérateur et le dénominateur, et on parle de fractions qui sont très usuelles et qui sont très faciles à représenter, pour progressivement aller vers la fin du chapitre où on voit les différentes représentations de fractions qui sont de plus en plus complexes. Donc un nombre manquant d'une égalité, c'est beaucoup plus complexe que une fraction représentée comme un partage. Et Voilà. si je Voilà, peux me permettre ouais, allez-y. d'ajouter, l'objectif pour nous, hein, de partir du simple et de passer un petit peu de temps sur des choses qui apparaissent comme étant très simples, c'est la confiance. On cherche à faire en sorte que les élèves aient confiance en leur capacité de réussir. Et Ouais. qu'ils réussissent précisément le début du chapitre, au moins ils peuvent tous réussir et comme ça ils ont envie de continuer à apprendre. Ils ne sont pas Ouais. en échec tout de suite. On y reviendra par la suite quand on va regarder le sommaire, mais effectivement, il y a comment dire, pour chaque notion, une progression du concret à l'abstrait, en passant par l'image, et à l'intérieur de chaque notion également, une progression du simple au complexe qui nécessite de se fier à la progressivité des apprentissages. Euh, Mm. ça se joue même aussi à l'intérieur d'une leçon, d'une séance. Euh, on va guider les apprentissages du simple au complexe. Florian, si vous voulez, Oui, oui, ou Chantal, prendre- si vous Mm. allez-y, voulez le... Chantal. Oui, moi je veux bien. L'apprentissage guidé, en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que l'élève soit un petit peu pris par la main, si on peut dire, au début de l'apprentissage, de manière à pouvoir être, par exemple, dans cet exemple que vous avez sous les yeux, c'est l'apprentissage de la division posée par un nombre à deux chiffres, qui est toujours un moment très, très embêtant pour les élèves. Là, ils sont guidés dans la mesure où on leur met des cases et vous voyez qu'ils mettent leurs chiffres dans des cases, donc ils n'ont déjà pas à se préoccuper de la présentation globale de leur division. Ils sont guidés de manière assez serrée au départ et petit à petit, il y a de moins en moins de cases qui sont dessinées, puis à la fin, il n'y a plus de cases du tout et ils posent eux-mêmes leur division. C'est pour montrer que ce guidage, c'est un guidage, on pourrait dire qu'il est dégressif, hein, il est un guidage un peu serré au départ pour les aider à prendre en main la technique. Oui, d'ailleurs, c'est complètement conforme à l'apprentissage explicite. Mm. Ce qui est Oui, pratique aussi. quand on fonctionne comme ça, c'est que chaque élève, on peut à peu près savoir si à quel moment il décroche en fait l'élève qui Mm. ne réussit pas, alors que quand on présente tout de façon un peu générale, on ne sait pas si ça vient des lacunes des anciennes années, enfin des années précédentes, ou alors si ça vient d'un moment où il n'a pas réussi à comprendre une certaine notion. Le Oui. guidage, il permet de gommer un petit peu cet aspect-là et on peut avoir un marqueur sur chacun des élèves pour savoir où est-ce que ça va pas. Mais c'est tout l'intérêt d'ailleurs du principe de la méthode de Singapour de décomposer les objectifs d'apprentissage en petites tâches Mm. simples, parce que ça rend visible pour le Mm. professeur les lacunes éventuelles À ou quel les moment choses qui ça doivent être coince? Mm. clarifiées. Voilà, ouais, tout simplement. Alors, effectivement, deuxième grand principe de la méthode de Singapour, la pédagogie explicite. Alors, Chantal, expliquez-nous. Oui, alors on commence à en parler beaucoup maintenant de la pédagogie explicite, hein. À l'origine, c'est les Canadiens qui ont théorisé un peu cette pédagogie. Et en particulier, aujourd'hui, il y a un monsieur qui s'appelle Steve Bissonnette qui Oui, bien est sûr. très présent sur les réseaux sociaux et qui
qui permet, enfin, qui fait beaucoup de conférences où il explique à quel point cette pédagogie permet la réussite d'un maximum d'élèves, à condition qu'elle soit effectivement bien mise en place. Bon, les principes sont relativement simples, c'est-à-dire qu'il y a 3 étapes principales dans un apprentissage. La première étape, les Américains appellent ça I do, hein, je fais. Je, c'est le maître. Donc, c'est le maître lui-même qui met en place une technique qui explique. Le maître explique. Les élèves sont invités évidemment à dialoguer un petit peu aussi avec le maître et avec la classe entière parce qu'il y a toujours une part importante de la verbalisation, contrairement à un simple cours magistral où il n'y a que le maître qui parle. Ici, le maître parle mais dialogue avec sa classe, mais c'est lui qui explique le mode d'emploi, qui explique comment il faut faire pour réussir. Avec une petite Ensuite, précision, Chantal, si oui, vous voulez bien, c'est je qu'il vous en prie. fait, et c'est comme si il réfléchissait à voix haute, hein. En fait, Voilà, dans tout la à théorie, c'est fait. ça. C'est pas, je fais pas un cours magistral où je vous Non, explique non, ce non, qu'est non. une fraction. C'est je fais un exercice à voix haute, je réfléchis en utilisant le jeu. Comment est-ce que je fais Voilà. pour poser la Mm. soustraction? Comment est-ce que je fais? Et donc, ça encourage les élèves à faire comme lui et et à le prendre Voilà. comme modèle. On dit d'ailleurs, je mets un haut-parleur sur ma pensée. C'est C'est ça. Ouais. l'expression Mhm. consacrée pour faire voir aux élèves le cheminement du raisonnement de l'enseignant, hein. Donc ça, c'est la partie où le maître explique, donc, et met donc le haut-parleur sur sa pensée en dialoguant avec sa classe. Ensuite, nous faisons we do, c'est ce qu'on appelle le travail, le modelage. Le modelage, La c'est la première pratique La- partie. guidée. Ouais. C'est la- I voilà. do. La deuxième partie, c'est un travail, nous faisons ensemble, on a appelé ça. Nous faisons ensemble parce qu'en fait, tous les élèves sont amenés à faire les exercices en même temps, mais avec la présence du maître et chaque exercice, et immédiatement, il y a un feedback immédiat sur la réussite ou non de l'exercice. Les élèves sont aidés à réaliser les exercices. En fait, ils ne sont pas Mm. tout seuls devant leur feuille d'exercice, et de manière à ce que le maître puisse tout de suite rectifier des idées fausses, voilà, encourager, guider, aider. Voilà, c'est la Et enfin, pratique guidée. Ouais. Pardon? Juste pour compléter, effectivement, avec ce qu'on appelle l'étayage, c'est Voilà. au fur et à mesure de cette pratique guidée, on va retrouver la logique du simple au complexe, où la notion va être approfondie dans un sens, dans l'autre, pour en explorer tous les aspects Voilà, hein. et construire la notion. Ouais. Faire voir les exemples, les contre-exemples, enfin C'est tout ça. ce qui fait la complexité de la notion. Et puis enfin, la troisième partie, you do. Donc vous faites, ce sont les élèves qui font. Cette fois-ci, c'est un travail autonome, c'est-à-dire que chacun est devant ses exercices et doit réaliser les exercices. Alors, c'est assez souvent des exercices, au moins pour commencer, un peu miroir de ce qu'ils ont fait dans le nous faisons, de C'est ça. manière à ce qu'ils soient confiants, puisqu'ils savent qu'ils l'ont déjà fait ensemble avec la classe et avec le maître. Et quand on leur demande de les faire en autonomie, en principe, ils reproduisent ce qu'ils ont appris à faire, ils s'aident de ce qu'ils ont déjà réussi en collectif. Ouais, tout à Là fait. aussi, ça laisse la place ça ne laisse pas la place à de l'implicite sur Hmm. les difficultés rencontrées. C'est ça. Là, on avait pris un autre exemple, Un autre effectivement. exemple, alors voilà, avec Voilà, des donc on voit constructions le. des différentes vues d'un solide, hein, différentes vues Voilà. de face, de dessus, de droite, de Et là, on gauche, voit etc. clairement les exercices miroirs entre la partie nous Voilà, faisons et la partie vous faites, quoi. c'est Il y a ça. pas de Hmm. difficulté supplémentaire. Au début, en tout cas. Puis après, évidemment, les Voilà, bon difficultés après. peuvent s'accroître, mais au début, c'est vraiment un miroir pour que l'élève. L'idée, c'est toujours que quand même l'élève ait confiance en ses capacités, hein, On peut, qu'il se on dise peut, pas, c'est trop dur, j'y arriverai jamais. ouais. On peut peut-être préciser dès à présent, même si on aura Ouais, l'occasion on d'y aura le temps d'en revenir, reparler. Ouais. Mm. de, Sur de... les renvois, c'est ça? C'est ça, oui. Mm. Voilà, oui. Donc vous voyez, par exemple, sur l'image du milieu, il y a des renvois à la partie je fais seul, justement. On en reparlera dans la structure du manuel. Mais c'est des petits checkpoints, des petits moments où ça vous aide à. C'est à ce moment-là que vous devez vous arrêter dans la pratique guidée pour aller dans la pratique autonome avant de passer à la suite de la pratique guidée. Là, c'est Voilà, assez donc visible c'est parce des que allers-retours. sur la colonne de gauche, on voit bien que les exercices avec les dessins en rose, là, la partie qui va être un peu miroir, ça va être dans la colonne de droite, les exercices un peu violets. Donc, C'est c'est ça. pour ça qu'il y a un renvoi à la fin de ces structures roses qui renvoient vers les exercices autonomes correspondants. Mm. Alors concrètement, du coup, la pédagogie explicite, pour la mettre en œuvre dans une classe,
Ça prend cet aspect-là. Alors, Mm. évidemment, c'est très théorique, hein, c'est une séance idéale, elle s'applique jamais vraiment comme ça dans la réalité, mais peut-être que vous voulez la reprendre, Chantal? Oui, présentation, c'est effectivement mettre les élèves en appétit, hein. Ça peut être un rappel de la leçon précédente, ça peut être l'illustration pleine page qui est observée collectivement. C'est une manière donc de présenter ce qu'on va, l'objet de la leçon d'aujourd'hui. Oui, c'est Ensuite, expliciter les objectifs d'apprentissage. Et qu'est-ce qu'on va voilà, apprendre à faire qu'est-ce à qu'on la va fin? faire, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui, voilà. Ouais. Quel est quel est le but de notre séance? Le modelage, on l'a vu, c'est I do, c'est le maître qui présente donc les connaissances. La pratique guidée, on a dit, hein, nous faisons ensemble. La pratique autonome, vous voyez qu'elle est un petit peu plus courte, hein. Et Ouais. puis l'objectivation, c'est la métacognition. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Qu'avons-nous Ouais. appris aujourd'hui? Qu'est-ce qui était difficile? Comment a-t-on fait pour réussir? Voilà, donc si vous voulez mettre en œuvre la pédagogie explicite dans votre classe, quel que soit le niveau d'ailleurs, hein, c'est Mhm. vraiment le mode d'emploi et ça s'applique pas seulement aux mathématiques, mais à n'importe quelle matière et même à n'importe quel apprentissage. Alors, le troisième principe de la méthode de Singapour, et peut-être un des plus originaux, on va dire, c'est la progression concentrée. Est-ce que vous voulez le commenter, Florian? Parce que vous êtes Oui, alors professeur de sixième. voilà, c'est Oui. ça, on a proposé du coup le sommaire ainsi. On a beaucoup travaillé sur l'élaboration de ce sommaire justement. Dans le manuel, vous ne verrez pas d'autres propositions de progression parce que nous pensons que celle-là est suffisamment efficace pour que les élèves puissent progresser. Vous voyez que les leçons qui sont au sein de chaque chapitre sont réfléchies, comme on l'a dit tout à l'heure, du simple au complexe. Et donc on propose cela. Voilà, avec. Voilà, je pense que vous n'avez pas. Enfin, je sais pas quoi dire de plus. On a. Non, mais Voilà. en fait, c'est un des grands principes de la méthode de Singapour, c'est ce qu'on appelle la pédagogie de la maîtrise, Mastery Approach de Jérôme Brunner. Et c'est juste tout simplement l'idée que si on étudie une seule notion à la fois, on va pouvoir l'étudier sous tous ses aspects suffisamment longtemps jusqu'à ce que tous les élèves la maîtrisent avant de passer à la notion Mhm. précédente. Mm. Et donc, ça implique effectivement que bah, pendant qu'on fait de la numération, on ne va pas faire de géométrie. Mhm. Pendant qu'on fait de la géométrie, on ne va pas faire de mesure. Et alors, ça veut dire, ça signifie que eh ben, il faut se fier à une forme de progression, effectivement, sur le temps long, qui a apporté les preuves de son efficacité. Il faut faire Euh, confiance. voilà. Et alors là, vous remarquerez que à la fin de chaque Quasiment tous, chapitre, ouais. de Chaque Mhm. chaque chapitre. unité, il y a, on les a surlignés en rose, des séances de problèmes. Et ça permet de rappeler effectivement que la résolution de problèmes mathématiques est au cœur du programme officiel à Singapour depuis 1982. Chantal, vous voulez peut-être commenter cet Oui, aspect-là? voilà, ça, c'est le pentagone qui est toujours représenté à chaque fois qu'on évoque la méthode de Singapour. Ce pentagone qui présente donc l'apprentissage mathématique dans son ensemble et qui évidemment présente au cœur de l'apprentissage la résolution de problèmes. La résolution de problèmes est au cœur de l'apprentissage de la méthode de Singapour. Quand on dit résolution de problèmes, ça n'est pas non plus uniquement des problèmes numériques. Il y a aussi des problèmes géométriques, il y a des problèmes qui sont aussi des problèmes atypiques, hein, où l'élève va avoir à faire preuve de prise d'initiative. Enfin, en tout cas, faire des mathématiques, c'est résoudre des problèmes. C'est la chose la plus importante pour Singapour et qu'on a Ouais. fait nôtre, hein. Et Et j'ajoute aussi que on a laissé la place aux problèmes, tout en mettant des problèmes à l'intérieur de leçons qui ne sont pas appelées problèmes. Donc voilà, on a des contextualisations à peu près partout, mais on a aussi des doubles pages de problèmes qui sont à considérer au même titre qu'une leçon, qu'une autre leçon. Voilà, donc oui, elles ouais, sont on le voit dans aussi, le, voilà. Mm. c'est vrai qu'on le voit dans le sommaire ici, c'est très net. C'est que à la fois, effectivement, il y a des problèmes pratiquement à chaque leçon, Mm, mm, mais il y a des séances entières consacrées à la résolution de problèmes, mm, comme des mm, espèces de séances de bilan qui vont permettre de Voilà. réinvestir toutes les notions qui ont été vues, avec cet outil très spécifique à la méthode de Singapour, mais qui aussi aujourd'hui est recommandé dans les programmes, qui est mm. le modèle en barre.
Ouais. Et aussi cette structure que l'on a gardée avec la pratique guidée qui est renvoyée à la pratique autonome aussi au sein des problèmes. Oui. Voilà. Et cette histoire de modèle en barre, voilà, vous le retrouvez à peu près partout dans le manuel. Et il y a plusieurs types de modèles en barre et plusieurs types d'utilisation en fonction du problème. Mm. Est-ce que vous voulez Voilà. nous rappeler quels sont les avantages et pourquoi est-ce que c'est si recommandé aujourd'hui les modèles en barre? Bah là, on le Qu'est-ce voit que c'est déjà, d'ailleurs? rien que sur l'exemple de la capture d'écran de gauche. Très souvent, quand on parle de division euclidienne, on les pose à travers la potence que vous voyez, dividende, diviseur, quotient, reste. Et cette structure-là, c'est une structure un peu recette de cuisine qui marche très bien, mais qui, quand on ne s'en sert plus, ben, pose problème des fois à des élèves qui risquent de perdre un peu le sens. Est-ce que je mets le diviseur fois le quotient, ou est-ce que je mets le diviseur fois le reste? Je ne sais plus comment faire. Et donc dans ce cas-là, ben, la petite représentation du modèle en barre à côté permet de comprendre aussi que 45, par exemple, c'est 7 parts de 6 et il n'existe pas une huitième part de 6. Donc il faut rajouter Mm. 3, qui est le reste de la division. Donc, ne serait-ce qu'avec cette représentation-là, on arrive à raccrocher les élèves qui sont en besoin de sens Mm. sur des notions abstraites. C'est concret, hein, C'est très on passe du concret. concret à l'imagé, pratiquement. C'est exactement ça. C'est vraiment Mm. une mise en application de Ouais. ce fameux principe concret, imagé, abstrait, Mm. en précisant d'ailleurs que dans la méthode de Singapour, pour les écoles, enfin pour les collégiens qui ont eu la chance de, de l'utiliser à l'école primaire, eh ben, ils mettent ça en pratique depuis pratiquement la maternelle. C'est-à-dire le fait de Mm. modéliser des situations mathématiques avec des cubes, puis avec des barres, et de dessiner des barres pour représenter des problèmes, va permettre de construire Mm. voilà, une visualisation solide des liens entre les nombres et des liens entre les opérations. Et c'est en On- même temps on- une préparation à l'algèbre également, Voilà. puisque bien on a sûr, la... Ouais. Et on le voit clairement dans les nouveaux programmes, Mm. ils n'ont pas hésité à s'en servir de cette illustration en barre, voilà, Mm. Mm. que l'on voyait moins avant. Mm. Alors là, vous, vous avez vous- quelques modèles de modèles en barre précisément, hein. oui, Dans la colonne de gauche, en haut, vous avez une seule barre avec trois parties, hein, c'est le modèle partie tout. Quand on a un modèle partie tout, on représente une seule barre avec les différentes parties en présence. Et puis un hein, petit peu en dessous, vous avez un modèle de comparaison. Quand il y a des comparaisons, tant de fois plus ou bien tant de plus, les deux mhm, barres sont l'une en dessous de l'autre, ou éventuellement trois barres, si besoin, comme dans l'exercice 3, un peu en haut de la page, oui. où il y a trois quantités en présence qui sont reliées par des comparaisons, tant de plus, tant de moins, etc. Ça permet donc de visualiser les quantités en présence et de voir beaucoup plus clairement quelle est la quantité qu'on cherche et par quelle opération on va la trouver. Vous Mm. avez à droite Alors également les évidemment, parties tout, etc. ouais. Évidemment, le modèle en barre est un outil parmi tant d'autres sur la Hmm. résolution de problèmes. C'est-à-dire qu'on propose de s'en servir sans forcément obliger l'élève à le faire. Parce qu'il y a des élèves qui, par exemple, sur l'exercice 1 en haut à gauche, savent très bien comment Oui. trouver la solution d'une addition, d'une double Hmm, addition à hmm, trous. hmm, hmm. Et ça peut paraître parfois un peu contre-productif de les forcer à faire quelque chose, sachant qu'ils ont déjà la notion abstraite de maîtriser. Mais parmi les autres élèves, je pense que ça a une grosse plus-value sur les élèves qui sont en manque de représentation sur ces grands nombres. Mm. Et par Et, ailleurs, il y a certains problèmes où si on n'a pas le modèle en barre, il faut passer par une équation, soit x égale, etc. Voilà. Et c'est pas au niveau du coup, Et alors que la résolution voilà, modèle en alors barre, là, c'est ça ouais, c'est permet de résoudre magique. des problèmes sans algèbre, sans mm. l'algèbre. Et c'est donc du coup une préparation à l'algèbre, parce qu'en fait, Absolument. alors Mhm. l'algèbre a été réintroduit hein, enfin, dans les derniers programmes, mais effectivement à Singapour, cette réflexion sur comment construire une pensée algébrique chez les enfants pour les préparer au collège sur le temps long, ça fait longtemps qu'elle est menée à Singapour, et c'est notamment pour cette raison que le modèle en barre est introduit dès l'école primaire. Maternelle, pratiquement, oui. Mhm. Ouais, dès l'école maternelle. Et effectivement, là, on voit des problèmes. Ça permet de rendre très ludique et très concret et très agréable, on va dire, le raisonnement mathématique. Et regardez en bas, tout à fait en bas à droite, si vous permettez, tout à fait en bas à Oui. droite
de la diapositive, vous avez un problème qui a un petit fléchage Médaille. difficile, hein, voilà. Mm. Une médaille qui indique qu'il est un peu plus difficile, mais qui est extrêmement intéressant parce que vous voyez un modèle en barre donc de comparaison, 2 barres l'une en dessous de l'autre, et c'est une comparaison multiplicative, puisque c'est 5 fois plus. Hein, vous voyez qu'il y a 5 parts égales dans la bande du haut par rapport à la bande du bas. Et puis, ce qui est complexe dans ce cas-là et qu'on ne peut pas résoudre sans algèbre si on n'a pas les modèles en barre, c'est qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va donner à l'autre une certaine quantité, de manière à égaliser les deux parties. On peut lire l'énoncé, hein. Un récipient A contient 5 fois plus d'eau C'est qu'un possible de récipient B. l'agrandir un tout petit peu, non? C'est pas possible? Non, malheureusement, Bon, non. mais c'est pas grave, c'est pas grave. Si vous lisez l'énoncé, ça va aller. Alors, je demande à tout le monde de se concentrer. Un récipient A contient 5 fois plus d'eau qu'un récipient B. On verse 1,8 litre de l'eau du récipient A dans le récipient B. Déjà, la moitié des personnes qui écoutent ont le cerveau qui bout. Les deux récipients contiennent alors la même quantité d'eau. Quelle quantité d'eau en litres les deux récipients contiennent-ils chacun au départ? Effectivement, Oui, ça, sans poser d'équation et sans modèle en barre, c'est pas possible. ouais. Oui, à Donc, cet âge-là, si on n'a pas l'illustration et le modèle en barre, hein, c'est vrai que c'est compliqué. donc voilà, Mais ça devient clair quand on fait ce dessin. tout à fait. Alors au début, on leur donne les modèles dessinés, hein, puis après, petit à petit, ils vont savoir eux-mêmes Voilà. les réaliser. Alors donc, concrètement, donc voilà, on a exposé les grands principes, hein, avec un focus sur la résolution de problèmes. Mais alors concrètement, à quoi ressemble le manuel, Florian? Oui, alors le manuel est divisé en plusieurs chapitres qui sont, eux, tous similaires quant à leur structure. On a des rubriques qui sont toutes les mêmes en fonction de chaque chapitre. Vous commencerez toujours par la mise en projet, l'illustration de pleine page qui est là. Alors, on a fait en sorte de la choisir la plus colorée possible, la plus jolie possible, celle qui donne envie, où il y a des élèves qui font une activité mathématique en lien avec le chapitre et qui se posent des questions sur certaines notions qui seront vues ou de près ou de loin dans le chapitre. En dessous, on met toujours les attendus du chapitre, donc ça permettra à l'enseignant de voir quelles notions doivent être traitées à la fin de ce chapitre. Sur le côté, on a donc sur la page d'à côté, on a une évaluation diagnostique, donc qu'on a appelée "Je fais le point", et qui donc du coup demande aux élèves. Donc je pense que c'est une étape qu'il ne faut pas négliger. On demande aux élèves de voir où on en est sur la notion. Alors ça peut être des prérequis, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être tout un tas de petites questions qui sont premièrement simples et qui deviendront compliquées à des moments donnés dans le chapitre. Donc c'est l'évaluation diagnostique. Ensuite, on a une part de culture mathématique. Alors on a fait attention à essayer d'avoir la culture mathématique pas forcément centrée sur l'Europe et donc du coup on a parfois de la culture mathématique chinoise, égyptienne, des choses comme ça. Donc ça c'est toujours pas mal à prendre en main. Sachant que c'est amusant parce qu'en fait, dans la série, les nouveaux programmes s'inspirent largement, sans toujours le dire, de la méthode de Singapour. C'était déjà dans les chapitres de Singapour de 6e, une introduction à la culture mathématique. Donc voilà pour le début, les ouvertures de chapitre. Ensuite, on passe. Alors, je crois qu'on n'a pas mis de diapo sur Non, effectivement, le sein même d'une leçon, voilà. Et donc, voilà. Je peux y revenir si vous voulez, si vous ouais. voulez commenter une leçon comme ça. Voilà, donc alors prenez autre chose s'il vous plaît parce que là on est sur les problèmes. Prenez la page. Je vais regarder. Ouais, bon, allez, on va prendre ça plutôt. Voilà. Donc la structure même d'une leçon, ce sera toujours comme ça. Ce sera partagé en 3 parties. Il y aura toujours la partie, on va dire, leçon, modelage, que l'on a appelé "je comprends". Donc il y aura toujours un "je comprends" sur le début de vos leçons. Ensuite, on aura toujours la pratique guidée que nous avons appelée "nous faisons ensemble", et la pratique autonome qui s'appelle "je fais seul", et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des renvois qui ont été eux aussi réfléchis pour que vous puissiez avoir votre séance de cours déjà faite en fait. Voilà. Oui, à peu près Donc, calibré sur une heure de cours. Et là, ce qu'il faut aussi ajouter, parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est que chaque
séance de pratique guidée nous faisons ensemble commence Ah oui, par voilà, ouais, oui, c'est vrai les ça automatismes. je l'ai oublié. Ça commencera toujours par les automatismes, et d'ailleurs ça fait partie aussi d'un élément que vous pouvez utiliser en début d'heure dans vos 5 minutes de présentation, qui sont donc du coup des automatismes très souvent en lien avec la leçon. Pas tout le temps, c'est-à-dire que des fois on pourrait avoir du calcul mental dans des exercices, dans des chapitres de géométrie. Tout ça c'est fait pour travailler, comme vous le savez, hein, les automatismes de calcul mental. On a aussi ces histoires d'image mentale où on aimerait bien quand même que nos élèves gardent en tête ce qu'ils pensent être une figure peut être dessiné à main levée, par exemple, sans forcément passer par les outils. Donc on peut demander, par exemple, de dessiner à main levée un premier angle aigu, puis un deuxième angle aigu plus grand que le premier, puis essayer de dessiner à main levée un angle obtus, par exemple, ou quelque Tout chose à comme fait. ça. Et l'image mentale a beaucoup de place dans notre manuel. Donc ça, c'est pour toutes les leçons. Et ensuite, on finit par la clôture du chapitre, où on finira toujours par objectivation, pardon, ce que j'ai appris. Donc c'est une sorte de carte mentale sans lettres, hein, de notre chapitre. Donc on résume tout, on essaie de ne rien oublier, et ça permet à l'élève d'avoir un support sur une page de tout ce qui a été traité pendant le chapitre. Et ensuite, sur la page d'à côté, il y aura toujours une évaluation sommative alors elle peut être sommative si elle est vue en toute fin de chapitre, ou alors elle peut être aussi formative si elle est traitée au fur et à mesure. Donc l'enseignant peut s'en accaparer comme ça. Et en Ouais. principe, les deux pages sont en vis-à-vis. Donc c'est-à-dire que l'élève peut aussi peut-être se servir de ce que j'ai appris pour essayer de s'auto-évaluer. Oui, Voilà. parce que c'est ce dont parlait tout à l'heure Chantal sur l'objectivation ou alors la métacognition. C'est le moment où l'élève s'arrête et il dit, tiens, qu'est-ce que j'ai appris depuis 2 semaines? Qu'est-ce que j'ai Mm. appris sur ce chapitre? Qu'est-ce que j'ai retenu? Est-ce que si je regarde cette page, je reconnais tout? Ou est-ce qu'il y a des choses où je ne me sens pas encore à l'aise? Ou il y a des choses où je me sens très très à l'aise? Tiens, je vais faire l'évaluation à côté pour être sûr que j'ai tout bien pris. Donc Voilà. l'élève se sent acteur de son apprentissage. Et puis L'élève vous voyez les prend, titres, pardon Chantal, je finis juste sur ce que j'ai appris, vous voyez les titres qui sont dans les encoches, là, les unités de longueur, tout ça, ce sont des titres qui sont plutôt proches des leçons. Donc l'élève peut aussi se guider là-dessus. S'il ne sait plus ce que c'est que les unités de longueur et les tableaux de conversion, par exemple, il pourra très bien retrouver la leçon qui parle de ça. Bien sûr. Mm. Voilà. Et l'idée, c'est que l'élève se prenne conscience de ce qu'il a appris et de ce qui lui reste éventuellement à travailler. Donc, il Ouais. faut qu'il prenne conscience de son propre apprentissage. Voilà. Donc, Toujours chaque... sur les rubriques de fin Voilà. de chapitre. Alors, on en a parlé un petit peu. Dans chaque chapitre, on a des exercices qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Donc, les exercices estampillés avec une médaille. On a fait en sorte, voilà, de corser un petit peu certains exercices. Je pense que dans la plupart du manuel, si vous sautez par exemple ces exercices, vous ne ratez pas grand-chose, parce que ces exercices-là sont des exercices qui permettent la différenciation. C'est-à-dire que ça permet aussi à certains élèves qui ont encore un peu d'appétit de prendre des exercices supplémentaires tout en les mettant en activité, et vous pourrez du coup passer du temps avec les élèves qui ont un peu plus de mal. C'est Voilà, vrai. Et puis, donc il y a aussi dans la philosophie, la méthode de Singapour, quelque chose vraiment qui est toujours lié au fait que si on peut donner un peu le goût du challenge, le goût du défi, le goût de la Mm. difficulté, associer les mathématiques à un défi Plaisir. Mm. sportif, vous voyez, à un plaisir comme le sport, quoi. Genre, mm, voilà, qui va y arriver à cet exercice-là, eh ben, on a gagné parce que ça crée un peu de l'émulation dans la classe, quoi. De l'envie. voilà. Mm. Ouais. Ouais. Ensuite, on a une rubrique jouant avec les maths. Donc, dans chaque fin de chapitre, vous aurez une activité qui sera proposée, qui demande un petit peu de matériel. Alors, on a fait en sorte de ne pas avoir beaucoup de matériel, hein, et on met des activités avec deux parcours, un parcours bleu et un parcours rouge. Alors, on voit pas trop, mais vous voyez que sur la capture d'écran du milieu, le parcours bleu a ses propres règles, et le parcours rouge reprend les règles du parcours bleu, tout en les modifiant et en rendant le parcours un peu plus compliqué. Donc on s'est basé un peu sur les pistes bleues et pistes rouges de descente de ski, quoi. Mm. Voilà, donc ça va souvent être un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de collectif qui va permettre de donner un aspect ludique aussi à Mm. l'enseignement des mathématiques.
Ou Et à par côté de... papier-crayon, parfois Oui, voilà, papier-crayon aussi. ouais, ouais, papier-crayon aussi. On peut beaucoup Et s'amuser avec un papier et un crayon, après tout. voilà. Et à côté de ça, on a du coup toujours la rubrique Explorons qui là propose des problèmes de recherche, des problèmes à prise d'initiative et qui demande alors soit un travail individuel, soit un travail en groupe sur des exercices un peu compliqués et qui donnent l'envie encore de se creuser la tête. Voilà, tout ça avec de l'ambition. Vous voyez que là, pour résumer un petit peu, mais ah oui, non, peut-être un dernier point sur la Oui, rubrique. un dernier point sur. Alors, vous verrez dans le sommaire, il y a certaines leçons qui sont estampillées objectif cinquième. Il y a parfois aussi des exercices qui sont estampillés objectif cinquième. Alors, nous, on a quand même pris le parti de mettre ces leçons-là dans notre manuel parce que d'une part, c'est vu déjà depuis un moment pour les élèves de Singapour. D'autre part, ça avait leur place déjà dans les programmes antérieurs et donc voilà, on se dit que si des élèves de 6e d'il y a 10 ans pouvaient le faire, bah, peut-être que les nôtres aussi. On se dit que c'est en lien avec la progression qu'on a imaginée et que vous voyez par exemple sur le calcul des volumes qui est ici, le calcul de volume se fait toujours par la représentation encore une fois concrète ou plutôt imagée de ce qu'est un volume. On ne passe pas directement sur la formule et sur des choses compliquées. Donc c'est des choses qui sont tout à fait abordables et qui rentreraient pleinement dans votre progression. Mais qu'on a estampillé objectif cinquième parce qu'ils sont pas au programme. Mais Voilà. c'est vrai que là aussi, ça fait partie des grands principes de la méthode de Singapour depuis le CP, où on aborde des notions le plus tôt possible, mais de manière très simple, concrète, ludique, visuelle, pour que le jour où il faut commencer à rentrer dans la mise en œuvre, dans les calculs, etc., eh ben, les élèves en ont déjà une première vision, une première familiarisation. Je me souviens que quand on avait édité la méthode de Singapour au début, en 2000, oh là là, mon Dieu, comme le temps passe, en 2007, il y avait les 4 opérations dès le CP et ça n'était pas au programme, et on l'avait quand même ajouté. Les fractions au CE1, c'était aussi dans la méthode de Singapour. Et donc, en fait, le fait d'aborder les notions tôt ne doit pas vous faire peur. Au contraire, c'est juste un gain de temps et de compréhension profonde, y compris peut-être de notions qui sont au programme, mais qui, de par leur approfondissement, va permettre aux élèves de mieux maîtriser la notion. Donc c'est vrai que c'était parfois des choix pas faciles, hein, Florian, Mm. Chantal, de décider de garder ou pas des notions qui étaient dans les éditions de Singapour, mais on s'est dit quand même, ce serait dommage de ne pas le faire. Mm, mm. Oui, et puis si je veux aussi rassurer les collègues, c'est pas parce que des pages sont dédiées aux objectifs 5 game que le programme n'est pas vu en intégralité. Tout le programme est vu et on n'a rien raté, on a juste mis du plus. Voilà. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. En effet, merci. Voilà. Merci, Florian. Et alors, en bilan, comment est-ce que vous allez l'appliquer dans votre classe, Florian? Oui, alors comment on va l'appliquer? Eh ben, on va essayer déjà, enfin c'est un gros conseil que je vous donne, c'est de prendre le manuel dans l'ordre, puisqu'il a été réfléchi, comme on l'a dit tout à l'heure, de façon avec beaucoup de progression, enfin une progression qui a été bien réfléchie, et il faut toujours respecter les 3 étapes de la pédagogie explicite. Donc je les rappelle, hein, nous faisons, je fais, donc Aïdou, c'est le modelage, puis ensuite we do, nous faisons ensemble, et puis you do, je fais seul. Les renvois, j'en ai parlé, donc c'est très important. Ils ont été pensés aussi pour structurer une heure de cours, donc c'est-à-dire que en gros, bon, vous faites comme vous voulez, hein, mais en gros, on a essayé de mettre 2 renvois dans une même leçon pour que la leçon puisse durer sur 2 séances de cours. Je vous conseille aussi de bien ritualiser les automatismes parce que on les a aussi réfléchis en ce sens.
Là, vous voyez clairement, par exemple, sur la page que vous voyez devant vous, vous voyez les automatismes. Ce sont des calculs mentaux, mais ces calculs mentaux sont liés à la notion de pi. Concrètement, là, bon, je ne sais pas si on voit bien, mais si je demande de calculer mentalement 3 fois 15, c'est pas pour rien. 3 fois 5,1, 3 fois 1,5, 3 fois 34. Ces Ouais, choses-là, voilà, ça a été réfléchi pour que ça fasse penser à pi, en fait. ouais, Et puis 3 fois 2 fois quelque chose, bon, bah, c'est pi fois le rayon fois 2. Enfin, pi fois 2 fois le rayon. ouais. Pareil pour le petit 3, pour les automatismes, vous voyez, en fait, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que pi est une valeur qui est proche de 22 septièmes. Donc voilà, donc on en a parlé aussi ici. Donc voilà, tout ça pour l'appliquer en classe de manière assez guidée. Alors, on vous fait confiance aussi sur vos progressions. Le sommaire peut-être modifié peut-être à la marge sur quelques leçons. Mais je pense que voilà, les chapitres, s'ils sont placés comme ça, vous pouvez nous faire confiance. Et merci beaucoup Florian, merci Chantal. Évidemment, nous, on est très curieux d'avoir vos retours. Vous pouvez partager ce webinaire si vous avez des collègues qui sont en sixième. Vraiment, ça va être très intéressant de voir comment est-ce que la méthode de Singapour peut apporter la preuve de son efficacité pour les élèves français, y compris au collège. Je prends juste 2 minutes pour présenter les prochains webinaires, à savoir le 4 juin. Alors, on enchaîne un peu rapidement là parce qu'on a plus que quelques semaines avant la fin de l'année. Donc, on a 4 juin à enseigner l'écriture grâce à la grapho-éducation avec Julie Rinaldi. Le 18 juin, enseigner explicitement l'étude de la langue. Et on sera vraiment sur le CM2 plutôt, mais ce sera l'occasion de reparler de la méthode explicite en grammaire et en étude de la langue. Et le 25 juin, préparer les enfants à la lecture en grande section avec la méthode explicite. Vous voyez, on va aborder beaucoup de sujets différents et c'est pas impossible qu'on vous glisse encore quelques projets de webinaire en plus pour le plaisir avant vos vacances estivales. Là, je vais quitter le partage S'il vous plaît, pour... Jean, Ouais. j'aurais bien aimé que Florian nous dise quelques mots, puisque Florian m'a glissé dans l'oreille qu'il avait déjà lui-même expérimenté le manuel. Ah, d'accord. Oui, oui, bah oui, en ayant reçu le spécimen, puis j'avais déjà des éléments pour pouvoir l'exploiter. Ben oui, oui, je me suis servi de cette façon de faire, donc sur les 3 étapes de la méthode explicite, et franchement, les effets sont immédiats, hein. On a les élèves qui, du premier abord, déjà sont sur des notions qui sont concrètes, et donc du coup, ça met en appétit tout le monde. Tout le monde est attiré par une question que l'on pose à travers, je l'ai fait par exemple sur les calculs de périmètre de figures complexes. Donc voilà, on avait déjà plusieurs élèves qui se posaient la question si 2 figures étaient de périmètre complexe, quoi, de périmètre égaux. Et Oui. alors que l'une était plus petite que l'autre en termes de surface, c'est clair. Et donc ça a fait plein de débats, et la façon de guider la chose a permis à plein d'élèves de comprendre des choses. Je serais certainement passé à côté de ces étapes-là si j'avais pas fait ces 3 étapes d'enseignement. Là, je vais regarder un peu les questions qui sont posées. N'hésitez pas à poser des questions, hein, soit dans le fil de conversation, soit dans la rubrique questions et réponses Q et R que vous avez en haut de votre écran. Là, je vois une personne qui dit ce qui me gêne, c'est d'aborder les décimaux avant les fractions, alors que les nombres décimaux découlent des fractions. Qui veut répondre à cette question? Moi, je peux dire que on est en sixième quand même et que les Oui, décimaux et les fractions sont abordées, en tout cas par les nouveaux programmes depuis le CE1. Donc, on peut penser que les élèves ont déjà quand même une certaine connaissance des fractions en arrivant en sixième. Et on ne cherche pas en sixième à reprendre la progression complète qui va effectivement, vous avez raison, hein, des fractions vers les décimaux, qui est la progression d'ailleurs historique, Mhm. puisque les Égyptiens ont découvert les fractions bien avant la Renaissance où on a Mhm. trouvé les décimaux. Mais on ne cherche pas en sixième à reprendre la totalité de la progression. On part du principe que les fractions sont quand même bien connues et que du coup, oui. les décimaux aussi. Les décimaux sont connus quand même depuis le CM1. Ils en ont largement travaillé en CM1 et en CM2.
Et c'est vrai aussi que dans la logique de la méthode de Singapour, on a toujours l'année qui s'ouvre sur une unité de numération. Et Mm, l'unité de numération est toujours aussi l'occasion de réviser la valeur de position des nombres. mm, Donc on est vraiment dans l'écriture avec les virgules qui divise par 10 et qui mm, divise par 10 dès qu'on se déplace vers la droite. mm. Mm, C'est ça aussi la logique, c'est appliqué dès le CM1 au deuxième semestre, mais aussi dès le CM2, on reprend les numéros, les décimaux effectivement avant Mm. de reprendre les fractions. Oui, et puis Euh, même en termes de, dans la vie courante, les nombres décimaux, on les rencontre plus souvent que les nombres, que les fractions, et donc du coup, ça parle encore plus aux élèves. Donc, Mm. c'est vrai. Ne serait-ce que la Oui, oui, monnaie, ne serait-ce que la monnaie, voilà, etc. bien monnaie, sûr, oui, oui. la température. De réviser oui, les mesures. En effet, il y a plein de mises en application des nombres décimaux. Mm. Avec toujours, donc, voilà, hein, toujours la grande cohérence dans l'application de sa philosophie ou de sa didactique, c'est du concret à l'abstrait. C'est plus concret les nombres décimaux que les fractions. Voilà. Et c'est vrai que c'est une maladie bien française d'avoir trop souvent, mais ça, je me permets d'exprimer mon opinion personnelle, fait passer la théorie mathématique aux dépens de la pratique mathématique, ce qui parfois peut décourager certains élèves et même se montrer contre-productif du point de vue Mm. pédagogique. Là, quelqu'un nous dit, nous avons reçu le manuel la semaine dernière, ça va vous faire plaisir, il est très accessible, et Mm. le petit plus, c'est les automatismes à chaque page, ça c'est top. Mm. Bah, Merci. merci. Euh, Est-ce que nous avons d'autres questions? Est-ce que vous allez vous arrêter au niveau sixième ou vous allez faire les autres niveaux du collège? Excellente question. Et nous vous remercions de l'avoir posée. Nous sommes, comme vous tous, j'imagine, dans l'attente anxieuse de la parution des nouveaux programmes de mathématiques cycle 4, avec notamment le calendrier de mise en œuvre des programmes. Et c'est vrai qu'en fonction de des surprises qu'on peut avoir, ou des bonnes nouvelles qu'on peut avoir, ou de la continuité, comment dire, dans la cohérence avec la méthode de Singapour et les programmes de Singapour, voilà, en fonction de la faisabilité, pour faire court, on se fera un grand plaisir, n'est-ce pas Florian, n'est-ce pas Chantal, Oui. Mais on l'espère, on de continuer l'espère. l'aventure au collège. Pour la sixième, c'est donc un manuel et plus des cahiers à compléter. Euh, je vais répondre, si vous voulez bien, pour faire simple. Eh ben, on a décidé de faire simple. Il n'y a que un manuel, point barre. Donc, autant c'est vrai qu'au primaire, on avait deux fichiers pour la pratique guidée, deux cahiers pour la pratique autonome. Là, on a quand même pris en compte la réalité des classes de sixième aujourd'hui en France. Avoir un seul manuel, un manuel unique, c'est quand même très pratique. C'est pas impossible que par la suite nous y ajoutions un cahier d'exercice, mais ce n'est pas du tout encore certain. Et voilà, donc il y a effectivement, vous avez simplement besoin du manuel dans lequel vous allez trouver la pratique guidée et la pratique autonome, avec un complément numérique, avec éventuellement aussi, on n'en a pas parlé, hein, mais si vous avez un peu de matériel de manipulation, ça peut être pas mal, au gré de ce qui est facile à mettre en place dans votre classe. Des cubes, éventuellement, des cubes emboîtables, c'est sympa. Voilà, c'est ça. Bah, j'en ai ici, oui. Hop. Voilà, montrez Des ça. Voilà. jetons aussi, les disques, ouais, les disques Mm. nombres. Voilà, on a toutes sortes de matériel que Des rien. fractions, des disques fractions, des choses comme ça. Ouais, Mm, tout à mm. fait. Euh, et Sandrine Nourrisson nous pose la question, est-ce que la partie I do peut être faite en cours inversé pour qu'à la maison, il n'y ait pas d'exercice à faire, qui, pour mes élèves en difficulté, serait effectué par les parents avec leur méthode d'adulte bien éloignée de Singapour? Alors moi je suis quelqu'un qui est un fervent défenseur du travail en classe. Mhm. Et pour moi, les devoirs ouais, doivent être très légers parce que c'est à cet endroit-là que la différenciation sociale se fait et que ben, je pense que on a pensé les choses pour que tout rentre dans une séance et que la seule partie qui puisse être à la limite à la maison soit à la fin de la partie je fais seul pour Autonome, ouais. voilà Mm. pour la pratique autonome Mm. Mm. pour voilà pour mettre en orbite l'autre séance qui suit. Mm. Non, et puis c'est vrai que ce que vous dites est d'autant plus vrai quand on fait le cours en classe inversée. C'est-à-dire que
autant des exercices de pratique autonome qui auraient déjà été bien travaillés en classe, la différenciation sociale va avoir moins d'effet, moins d'impact que des élèves qui devraient découvrir le cours par eux-mêmes. Et qui donc, idéalement, enfin, les élèves dont les parents ont déjà une culture générale en mathématiques ou une bonne mémoire de ce qu'ils ont fait au collège, bah, vont favoriser leurs enfants. Alors, c'est pas le seul but de l'école de mettre les élèves sur un pied d'égalité, mais ça fait quand même partie des buts de mettre tout le monde, voilà, enfin, de donner à tout le monde ces mêmes chances. Et indépendamment de cette considération un petit peu, comment dire, enfin, chacun peut avoir son opinion. Il y a vraiment une question d'efficacité pédagogique, quoi. L'efficacité pédagogique, c'est que plus vous montrez aux élèves comment faire collectivement en répondant à toutes les questions, en étant le plus explicite possible, etc., plus vous avez la chance d'avoir une classe homogène et donc une facilité pour progresser et faire tout le programme avec le pourcentage de réussite le plus élevé. Et par ailleurs, excusez-moi, excusez-moi, oui, si je peux compléter oui, ce que vous dites, c'est qu'un élève à qui on aura expliqué d'une manière en classe et d'une autre manière à la maison, ça engendre énormément de confusion. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Donc oui, c'est tout à fait. totalement contre-productif. Ouais. Et aussi une dernière remarque, alors ça je sais pas Florian si c'est réaliste, mais c'est vrai que à l'école primaire, même si on a des cahiers d'exercices de pratique autonome, il n'est pas question de les faire à la maison. Les exercices de pratique autonome sont faits au cœur de la séance. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la séance idéale que nous Mm, vous avons montrée, mm, mais la mm, pratique autonome se fait bien dans la séance. Donc, mm. il ne faut pas confondre pratique autonome et devoir à la maison. Alors, je ne sais pas, Florian, vous, en sixième, est-ce que les exercices je fais seul, vous envisagez de les faire à la Oui, maison mais ou en classe? c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que j'envisage moi de les entamer en classe et Mm. C'est d'y ça. aller, voilà, Et les faire finir à la maison. et les faire finir à la maison pour justement essayer d'avoir les plus lents qui rattrapent les plus rapides à ce moment-là, quoi. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont les plus rapides auront peu de devoirs. Donc voilà, pour moi, c'est D'accord. comme ça que je le fais. Ensuite, j'ai utilisé longtemps en élémentaire la méthode de Singapour avec mes cycles 2. Je suis bien tenté par l'essayer à nouveau maintenant que je suis en collège. Comment recevoir un spécimen? Eh bien, c'est bien simple. Vous écrivez à contact@la librairie des écoles et la librairie des écoles.com et on vous enverra un spécimen avec plaisir. Vanessa Belot, qui était la personne qui avait posé la question sur l'apprentissage des fractions versus les décimales, continue à argumenter sur le fait qu'effectivement, quand on mange des gâteaux et des pizzas, on utilise bien les fractions. Mm. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi, C'est ouais. Mais vrai ça donne aussi. une idée parfois un petit peu restrictive des fractions. Ouais. Oui, C'est c'est plus vrai. compliqué avec les fractions plus grandes que 1, avec les pizzas, c'est plus compliqué. Mm. Est-ce qu'il va y avoir le corrigé du manuel? Alors, le corrigé du manuel va être mis en ligne avec le manuel numérique. Les évaluations, ainsi que le tableau de suivi comme en primaire, eh ben, c'est une excellente question. On est en train de travailler à ce projet. Effectivement, mais ça ne sera pas avant l'année prochaine parce que ça va prendre du temps. Il faut remettre entièrement à jour le tableau de suivi en fonction des nouveaux programmes. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est un projet qui va concerner toutes les classes. On va remettre à jour toutes les évaluations du CP au CM2 et on va en profiter pour y ajouter les sixièmes, sachant que on aimerait bien aussi en vous proposer une version papier. Mais c'est pour... en tout cas, c'est en effet un projet que nous lançons tout juste. Juste merci pour votre méthode que nous suivons depuis 7 ans, une famille en instruction en famille. Nous aussi, on aimerait bien avoir un spécimen. Alors, moi, je suis contre rien, mais c'est vrai qu'en général, quand même, on réserve l'envoi de spécimens aux professeurs qui ont des classes, hein, parce qu'il s'agit d'adopter dans leur classe. Voilà, mais je vous laisse contacter la librairie des écoles. Bonjour et merci pour vos interventions. Avez-vous expérimenté avec des élèves neuroatypiques essentiellement atteints de dyspraxie? Élèves pour lesquels la manipulation est très compliquée et l'abstraction aussi. Alors, bon, là, on s'éloigne un peu du cas spécifique de la sixième, hein, même si tous les élèves sont concernés. Mais c'est vrai que toutes les méthodes, je pense à Montessori, toutes les méthodes qui partent du concret sont en général très utiles pour les élèves qui ont des troubles neuroatypiques. Pour la dyspraxie, oui, c'est sûr que c'est un petit C'est peu plus compliqué. compliqué. Hein. Euh,
Mais donc, d'où l'importance d'avoir une approche plurisensorielle qui, bien sûr, s'accompagne de manipulation, mais aussi de visualisation, mais aussi de verbalisation, parce que comme ça, chaque élève peut aborder les notions mathématiques sous le plus grand nombre d'angles possible. Voilà, ça peut paraître un peu théorique ce que je dis, mais c'est vrai que moi, je suis j'ai beaucoup ces conversations avec des amis qui travaillent avec des élèves neuroatypiques. Je pense notamment à mon amie Mélodie Mitterrand dans les écoles Walt à Paris. Une bonne méthode, elle a quand même pour caractéristique de satisfaire le plus grand nombre de troubles neuroatypiques. Ça peut paraître étrange, mais une bonne méthode n'est jamais une méthode spécifiquement adaptée à un trouble, mais c'est souvent une méthode qui va être adaptée au plus grand nombre d'élèves. Bon, sur ce sujet qui est compliqué, j'ai l'intention de faire très prochainement un webinaire sur la différenciation, spécifiquement méthode de Singapour, pédagogie explicite et différenciation. Et il y a beaucoup de choses à dire. On pose la question au collège, surtout, je reprends plus que 2 questions parce qu'après on n'aura plus le temps. Au collège, surtout pour le cycle 4, on nous dit que la progression spiralée permet de réactiver les notions et d'entretenir la mémoire de différentes notions. Florian? Oui, c'est ce que l'on nous dit, ça c'est au détriment de ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on ne passe pas, nous on a proposé de ne pas passer une notion tant qu'elle n'est pas validée. Et quand on dit validée, c'est pas seulement apprise, c'est comprise. Et quand elle est comprise, en fait, on peut la réinvestir, la réinvestir plus tard. Tout ce que nous, on n'aime pas, c'est les recettes de cuisine que l'on utilise sans trop de sens. Et je pense que la progression spiralaire permet d'apprendre et de mémoriser les recettes de cuisine. Voilà. Donc Ah, je pense Si que je nous, on peux, est, voilà, si je on peux n'est pas dans compléter cette partie-là. si je peux compléter ce que dit Florian, la progression spiralée, elle existe aussi pour la méthode de Singapour, mais d'une année sur l'autre. ouais. C'est-à-dire que dans la même année, on ne reviendra pas sur une même Voilà. notion, sauf à travers des exercices qui permettront de réinvestir des notions, mais il n'y aura pas vraiment de reprise de la notion. Mais l'année suivante, oui. C'est-à-dire que d'une année Ouais. sur l'autre, il y a une progression spiralée, Oui, et clairement. puis ça, c'est nécessaire par souci Mm. d'équité et de gestion d'élèves aussi qui viennent de classes différentes, d'écoles différentes, de collèges Mm. différents, et forcément, on est obligé de reprendre Ouais, complètement. je précise que la progression spiralaire, elle a été théorisée par Jérôme Brunner, le même pédagogue qui sert de grand référence en didactique aux concepteurs de Singapour. Donc, c'est simplement l'interprétation française de Jérôme Brunner qui est différente de l'interprétation singapourienne. Voilà. Or, l'interprétation singapourienne semble, si on en croit du moins les évaluations internationales, être enfin, être tout à fait pertinente. Et je suis très sensible à ce que vous venez de dire, Florian. C'est un très bon argument de dire, en fait, quand on comprend quelque chose, eh ben, on le mémorise à beaucoup plus long terme. Mm. C'est Daniel Willingham qui dit que la mémoire est ce qui reste de la réflexion. Donc, en fait, quand on a réfléchi à quelque chose, donc quand on l'a enseigné à fond, quand on l'a étudié à fond, eh ben, il y a de fortes chances qu'on le mémorise à long terme. Absolument. Il est 15h33 et donc je vous propose de mettre fin à ce webinaire. Merci beaucoup en tout cas pour toutes vos questions. Ça a permis de faire un webinaire très dynamique. J'espère que ça vous a intéressé. Je précise que nous allons mettre à votre disposition l'enregistrement de ce webinaire. N'hésitez pas à le partager au plus grand nombre de vos collègues de collège parce que nous avons bien conscience que la librairie des écoles, voire peut-être la méthode de Singapour, n'ont pas encore toute la notoriété qu'elles méritent dans les collèges. Merci beaucoup à nouveau. Merci Florian. Merci Merci. Chantal. Merci à vous, Euh, Jean. et à très bientôt à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir.